Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. Alors à l'égard des marchés, vous tirez un petit peu la sonnette d'alarme puisque vous déclarez que la valorisation de ces derniers est très élevée. En quoi? Oui, alors d'un point de vue global, après on peut différencier. L'Europe est clairement pas valorisée de la même manière que les actifs américains. Je pense que le prix des actions, effectivement, est très élevé au regard de quoi? On est toujours en relatif quand on aborde ces questions-là. Au regard, premièrement, de ce qu'on peut escompter, du rendement que peuvent offrir ou que pourront offrir les conditions économiques internationales dans les prochains trimestres, voire au-delà. Je pense que le marché a surfé d'abord à grand renfort de liquidité sur des conditions qui étaient très favorables et sur des perspectives de moyen long terme structurelles d'une économie mondiale qui finalement arriverait à faire face aux tiraillements protectionnistes, aux guerres commerciales, aux difficultés temporaires de la Chine, etc. Ce qui se dresse aujourd'hui devant nous est une toute autre histoire, ou une histoire tellement complexe et tellement de temps de tension internationale qu'elle va probablement jusqu'à remettre en cause l'idée qu'on pouvait se faire, par exemple, que la tech avait forcément un avenir rose devant elle et que finalement la valorisation de ces titres-là a été relativement faible au regard du cash dégagé par les entreprises, etc. Donc je pense qu'il y a tout un tas de facteurs, on le voit bien, qui aujourd'hui sont beaucoup plus incertains. Reprenons par exemple le thème de la tech et des questions, des interrogations qu'on peut avoir sur les terres rares, la politique chinoise aujourd'hui. On voit qu'on est dans un monde qui devient plus tendu, complexe, avec des risques, des conflits avérés ou sous-jacents qui, effectivement, moi, me conduisent à dire, au vu des conséquences économiques, de cette situation, que l'avenir, que ce que pourra offrir l'économie mondiale ou l'économie des grands pays n'est pas en phase avec ce que price aujourd'hui les marchés. Donc on a effectivement des marchés qui me paraissent chers. Mais si vous deviez faire ressortir un point qui alimente votre scepticisme ou à tout le moins votre inquiétude, c'est quoi? C'est la montée du protectionnisme? C'est le fait qu'on ne voit toujours pas d'inflation émerger et donc ça suppose que les pressions déflationnistes sont toujours à l'œuvre? Eh bien, oui, en l'occurrence des deux. Des deux, et notamment ce constat, effectivement, que nous n'avons pas d'inflation. Alors, ce constat d'absence d'inflation est quelque part protecteur. Il l'a été bougrement pour les actifs à risque, parce que ça conduit les banques centrales à avoir les politiques qu'elles ont, à maintenir des taux très bas. Ça protège les marchés des hausses de taux. Voilà, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Jusqu'au moment où vous commencez, où les marchés commencent à intégrer l'idée que, ah oui, mais là, il y a peut-être le reflet de dysfonctionnement qui perdure, en dépit de tout ce qu'on a fait. Et ça me fait penser, vous vous souvenez cette période où Janet Yellen, régulièrement, les marchés disaient, bon, si il ne faut pas qu'elle soit trop dure et qu'elle nous annonce des hausses de taux, mais si jamais elle recule, ça va faire peur au marché, parce que finalement, ce sera l'échec. Voilà, c'est le reflet d'un problème. Et on est aujourd'hui, me semble-t-il, toujours dans cette situation, c'est-à-dire qu'à fin d'année dernière, anticipation de remonter les taux, on a vu ce que ça a donné, et aujourd'hui, absence d'inflation, écrasement des niveaux des taux à un point tel que ce n'est plus compatible avec le scénario pricé par les actifs à risque, c'est-à-dire celui d'une économie globale qui, dans l'ensemble, se sort de l'ornière. Non, les pressions déflationnistes sont encore très importantes. Et d'ailleurs, on le voit, la meilleure façon, c'est que plus les tarifs montent quelque part, plus les anticipations d'inflation baissent et plus les taux baissent. Oui, alors ça, c'est le grand phénomène inattendu, c'est qu'en effet, on s'attendait à ce que la hausse des tarifs douaniers retentisse plutôt positivement sur les anticipations d'inflation. Ce n'est pas le cas. Et non, ce n'est pas le cas. Et c'est de moins en moins le cas. Et pourquoi? Parce que du côté des consommateurs, on constate, ce n'est pas nouveau, et on le voit même aux États-Unis, il y a une extrême sensibilité du comportement des consommateurs à l'égard des prix. C'est-à-dire que dès que les prix augmentent, les dépenses baissent ou sont moins dynamiques. Donc les entreprises réajustent et prennent sur leur marge ces hausses de coûts. Et on l'a très bien vu au lendemain de
la hausse des tarifs de l'acier et de l'aluminium, tous les secteurs consommateurs de ces matières premières ont été obligés de prendre sur leur marge. Et ce sont les secteurs au niveau de l'économie américaine sur lesquels on constate qu'on n'a pas eu de normalisation de la croissance des salaires, au contraire de ce qu'on constate ailleurs. Donc il y a une vraie sensibilité qu'on retrouve dans d'autres économies et au niveau des entreprises, également parce que le contexte est celui toujours d'une concurrence effrénée entre différents producteurs mondiaux, que ces bisbilles ou cette guerre commerciale vient renforcer en réalité. Ce qui fait que quand les Américains ont augmenté leurs tarifs, qu'ont fait les entreprises chinoises? Elles ont absorbé ces hausses de tarifs dans leurs marges, d'où des résultats, effectivement, des retentissements sur leur activité domestique, leur investissement. Donc c'est complètement pervers, c'est déflationniste. Donc on a une chape de plomb sur la croissance potentielle des bénéfices. On a, alors exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on communique beaucoup sur la croissance réelle, tout le monde a communiqué sur les fortes révisions à la baisse de la croissance mondiale pour cette année, on communique beaucoup moins sur la deuxième partie, la partie nominale, les perspectives d'inflation, qui ont été également qui sont très basses aujourd'hui, de sorte que la croissance nominale au niveau mondial devrait être la plus faible depuis 2015 à peu près, en tout cas singulièrement plus faible que l'an dernier et que l'année précédente. Ça aussi, c'est un élément majeur en termes de sous-jacent des tendances du marché, des indices mondiaux en particulier. Donc la grande idée, c'est on est dans un monde de pression déflationniste, toujours et encore. La montée du protectionnisme, finalement, n'altère pas cette tendance. Elle la renforce peut-être, même. Plutôt. Très bien. Mais vous l'aviez dit, Véronique, en rappelant qu'en début d'année, le changement de pied des banques centrales avait tout de même donné un sacré coup de fouet au marché. Est-ce que la valorisation des marchés, que vous estimez aujourd'hui élevée, ne doit pas l'être relativement davantage, compte tenu du soutien des banques centrales? Oui, tant que vous faites confiance aux banques centrales pour effectivement à la fois dégager, faire ce qu'il faut pour contrer les risques éventuels et que vous avez encore un brin confiance à l'égard de l'efficacité de cette politique. Et je crois qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, et plus effectivement les opérateurs de marché doutent de cette capacité des banquiers centraux à éradiquer ce risque de déflationniste ou cette déflation latente. Et on le voit d'ailleurs très bien, alors c'est un peu une autre problématique, mais la BCE, on annonce un nouveau programme de financement des banques, donc les marchés reprennent confiance, ça dure 3 semaines, et puis le secteur bancaire est à nouveau happé par la très forte baisse des taux d'intérêt, l'écrasement des courbes de taux, et finalement on se dit, cette politique de la BCE, elle va servir à quoi? Donc elle colmate sans doute, mais elle ne fait que colmater, elle ne permet pas de retrouver un environnement plus assaini. Et aux États-Unis, autre problématique, où là on a un banquier central qui fait un peu la girouette quand même, donc ça finit par interroger, dont on n'est pas sûr qu'il soit complètement libre de ses faits et gestes. Alors c'est plutôt sympathique parce qu'on se dit, finalement il va protéger les marchés, mais en même temps ça pose la question effectivement de la crédibilité de la Fed et tout simplement de ses marges de manœuvre. Moi, j'ai été frappée par les dernières minutes de la Fed, où on parle effectivement du changement de la structure du bilan, et où vous voyez qu'à tous les détours de chaque paragraphe, la seule chose qu'on mentionne, c'est il faut absolument préserver des marges de baisse des taux pour le futur, quand on en aura besoin, voire des marges d'action supplémentaires, de quantitative easing. Donc, la direction est très claire, la crainte est là, et la perspective de la Fed aujourd'hui n'est plus du tout de normaliser ses taux d'intérêt, mais de prévenir, de se donner les moyens d'agir pour la prochaine crise, ce qui n'est pas fondamentalement rassurant. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a déjà un pied ou l'esprit en partie préoccupé par la prochaine crise et les moyens d'y faire face, ce qui n'est pas forcément le plus porteur pour les actifs à risque. Alors, comment cette observation et ce constat, cette analyse, se traduisent-ils tactiquement et stratégiquement en termes d'allocation pour vous?
Alors, structurellement, je dirais que vous l'avez compris, enfin d'abord avec l'appréciation que je peux porter sur la valorisation des actifs, enfin des actions, hein, quand on dit actifs à risque, c'est quand même plus large, je suis plutôt sur la défensive. Incontestablement, donc en sous-pondérant les actions, y compris les obligations corporate. Tactiquement, ces 3 derniers mois, j'ai plutôt envisagé qu'il n'y avait pas de précipitation et qu'on pouvait encore escompter un rebond du marché, peut-être un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, qui lui s'éloigne de plus en plus, et des résultats économiques un peu meilleurs. Hein. Or, aujourd'hui, non seulement on n'a pas les résultats au rendez-vous, la détérioration s'accélère, les indicateurs de marge des entreprises se détériorent très vite, notamment en Europe, mais aux États-Unis, on a probablement passé le pic également. Et les perspectives, les indicateurs d'activité sont ce qu'ils sont. Les dossiers chauds de guerre commerciale sont encore grands ouverts et vont sans doute mettre au mieux du temps à se refermer. Et vous avez une situation d'incertitude montante en Europe, post-élection, où on voit que le couple franco-allemand n'existe plus et que ce qui va sans doute naître des élections ne garantit pas forcément, sera sans doute le plus petit dénominateur commun et qui repose beaucoup de questions sur l'avenir européen. Donc tout ceci est quand même est un accélérateur d'inquiétude que révèlent très bien les marchés de ces derniers jours. Et je crois qu'effectivement, le temps que je pensais pouvoir nous être offert pour pour envisager un rebond et plutôt faire des rotations sectorielles plutôt que s'alléger des actifs à risque est écoulé et m'incite à avoir les choses effectivement de manière beaucoup plus prudente, c'est-à-dire à opter pour une position défensive. Donc allègement effectivement des cycliques indéniablement, des bancaires, autrement, parce qu'on continue à avoir se poser la question est-ce que c'est une opportunité d'achat? Pour moi, non. On aura peut-être des opportunités d'achat tactique un peu plus tard dans l'année, mais au stade où on est, je dirais non, allégeons-nous sur tout ce qui est actif à risque, bien évidemment les cycliques, les bancaires, mais également le corporate, les obligations privées. Corporate. Reste donc les obligations d'État. Est-ce qu'on achète effectivement? Est-ce qu'on se surexpose? Il me semble qu'on peut en rajouter aujourd'hui dans un contexte où les taux américains n'ont probablement pas terminé leur course à la baisse. Je pense que pour les taux à 2 ans, par exemple, on va aller casser les 2%. Et je pense qu'on peut avoir décemment comme target, comme objectif à brève échéance du 1,80 à 1,90. Ce qui veut dire qu'effectivement, en termes de prix, il y a encore quelque chose à gagner. Et donc, alors, si on revient à la problématique de 2 marchés, actions, obligations, qui évoluaient de concert ces derniers mois, dont on se doutait que le concert allait à un moment donné bugger, je pense qu'effectivement, les risques sont aujourd'hui clairement du côté des actions et que les obligations, en revanche, devraient continuer à performer. Alors, quand on s'inquiète comme ça, est-ce qu'il faut s'exposer à l'or? Écoutez, l'or, en tout cas en matière de couverture, a plutôt été efficace à la fin de l'année dernière, et en absolu d'ailleurs un petit peu, mais c'est pas tellement en termes de rendement, mais de protection, de performance relative. Et fondamentalement, effectivement, moi je recommande plutôt d'être surexposé à l'or. Alors c'est peut-être pas, d'un point de vue tactique, peut-être pas le meilleur pari, mais si les choses viennent à s'envenimer parce que décision politique ou aggravation de la situation économique, on a oublié de mentionner les difficultés de Boeing qui ont également un impact très significatif sur l'activité américaine, eh bien dans ce cas-là, je pense qu'effectivement on peut se surexposer un petit peu à l'or sans en attendre des rendements, mais plutôt par mesure de précaution. C'est un peu comme le cash. Alors, bon, vous allez me dire, gardons du cash dans ce cas. Mais oui, à plus long terme, je pense que ça vaut le coup d'intégrer plus. Bon, le message est clair, en tout cas, Véronique. Réduisez le risque, c'est votre recommandation. Incontestablement. Véronique, merci.